Tout le monde l'a dit et répété, Supergirl est un bide. Mais est-ce qu'on réalise bien à quel point c'est pire que ça? À quel point c'est un échec colossal, historique et hallucinant, dont les conséquences pourraient faire très mal même si tout le monde a envie d'en rigoler là maintenant? Et comment peut-on réellement expliquer ce bordel? On va essayer de comprendre ça ensemble. Salut, c'est Geoffrey et je suis de retour pour assurer ma mission de croque-mort des blockbusters et vous allez voir que j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Si je vous dis gros bide de films dans l'univers des super-héros, je parie qu'on pense tous au même titre. Des films récents comme Thunderbolt, The Marvels, Ant-Man 3, Shazam 2, Aquaman 2, The Flash, Blue Beetle, Black Adam, Morbius, Madame Web ou encore Kraven the Hunter. Des films un peu moins récents comme Les Éternels, X-Men Dark Phoenix, Les Nouveaux Mutants, Les 4 Fantastiques de 2015, Green Lantern, et des films encore moins récents comme Elektra, Catwoman, Steel ou encore Superman 4. La liste est très longue et très drôle si on est un peu honnête. Attention, je ne dis pas que tous les films qui sont des échecs au box-office sont mauvais. Il y en a quelques-uns dans cette liste d'ailleurs que j'aime plutôt bien. Enfin non, il y en a juste un seul et je vous mets au défi de le trouver. De la même manière, les cartons au box-office ne sont pas forcément de bons films, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mais ça fait quand même du bien de voir le public rappeler parfois au studio qui est le patron et que rien n'est garanti. C'est qui le patron? C'est moi. Dans cette liste, il y a un seul nom qui revient deux fois, c'est Supergirl. En 1984, le film dérivé des Superman avec Christopher Reeve, et qui s'est déroulé juste après Superman 3, avait été un énorme bide. Et la France avait sa part de responsabilité puisque le film avait été réalisé par János Vark, un Français au CV improbable, puisqu'il était aussi derrière Les Dents de la Mer deuxième partie, La Vengeance d'une blonde avec Christian Clavier et Marianne Chazelle, et Les Sœurs Soleil avec encore une fois Marianne Chazelle. Plus de 30 ans après, rebelote. Supergirl version 2026 est un échec et inutile de tortiller des fesses, peu importe comment on prend les chiffres, c'est un désastre, tellement énorme que je sais même pas par où commencer. Donc je vais faire simple, je vais commencer par le début. Supergirl a démarré très mal. Au box-office nord-américain très important, puisque c'est là qu'un studio hollywoodien récupère le plus d'argent sur les recettes, le film a encaissé 37 millions pour son premier week-end. C'est un score plutôt lamentable. Alors oui, c'est moins catastrophique que les 33 millions de Birds of Prey, les 32 millions de Dark Phoenix, les 30 millions de Shazam 2, les 25 millions de Blue Beetle, les 15 millions de Madame Web, les 11 millions de Kraven the Hunter, ou encore les 7 millions des Nouveaux Mutants. Mais c'est moins bien que Morbius, qui avait démarré avec 39 millions. C'est également moins bien que les 46 millions de The Marvels, les 52 millions de Green Lantern et les 55 millions de The Flash. Supergirl a en fait démarré à peu près exactement comme Joker Folia 2 et vous aurez noté que tous les films que j'ai cités ont au final été des bides. Donc Supergirl a très mal démarré sa carrière et c'était tellement évident que Peter Safran, le coprésident de DC Studios, la filiale du studio Warner Bros chargée de gérer les films DC, l'a reconnu dès la sortie publiquement. Dans le New York Times, le producteur a ainsi déclaré « Même si Supergirl n'a pas atteint nos attentes au box-office, ce n'est qu'un élément d'une stratégie plus large et à long terme de DC Studios dans laquelle nous continuons d'avoir pleinement confiance. » Alors oui, ok, il disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais c'est comme dire à quelqu'un qui s'énerve qu'il devrait se calmer, ça n'a jamais marché dans toute l'histoire de l'humanité. Communiquer officiellement après la sortie d'un blockbuster pour dire « Ok, c'est pas super, mais vous inquiétez pas, tout va bien », ça signifie évidemment que ça ne va pas si bien que ça. C'est très rare qu'un studio communique ainsi et aussi vite après la sortie. De mémoire, c'était par exemple arrivé sur John Carter, bide stratosphérique de Disney auquel j'ai consacré une vidéo si ça vous intéresse. Le pire s'est confirmé pour Supergirl dès le deuxième week-end de box-office nord-américain où la fréquentation a chuté de presque 77%. Juste pour le plaisir des comparaisons, Black Adam c'était moins 59%, Madame Web moins 61%, Kraven the Hunter moins 72%. Après, il y a toujours pire. The Marvels c'était moins 78%, et Joker Folia 2, c'était carrément moins 81%. Là encore, que des winners. Je peux continuer. En troisième semaine, Supergirl a encore chuté pour se retrouver en 8e position au box-office nord-américain. Le dernier film du genre à avoir fait ça, c'était The Flash. The Marvels, Shazam 2, Blue Beetle, Birds of Prey s'en étaient mieux sortis ou disons moins mal sortis. Et en quatrième semaine, Supergirl ramassait un peu plus d'1 million de dollars. Bref, sa carrière est finie, clairement. Le film est d'ailleurs disponible en Premium VOD aux États-Unis depuis le 28 juillet, un peu plus d'un mois après sa sortie au cinéma. Après, ils peuvent se consoler en voyant que ce n'est pas juste un problème américain. Au-delà des États-Unis, Supergirl a été rejeté partout. Au niveau mondial, le film avait encaissé 68 millions au box-office à sa sortie. Encore une fois, c'était un démarrage catastrophique. Birds of Prey, c'était 81 millions. Morbius, 84. The Marvels, 110. Joker Folia 2, 114. Dark Phoenix, 140 millions. Au moment où on enregistre cette vidéo,
Supergirl a encaissé environ 120 millions au box-office mondial, pas besoin d'avoir un bac S pour prédire qu'il n'ira pas beaucoup plus haut que ça au bout du compte. Bon, on peut quand même parler des bonnes nouvelles, ça va être rapide, hein. C'est mieux que les 50 millions au total des Nouveaux Mutants, c'est mieux que les 62 millions de Kraven the Hunter, mieux que les 100 millions de Madame Web, et je crois que j'ai fait le tour parce que après, c'est forcément pire. On peut remonter plus loin si vous insistez, hein, parce que 57 millions pour Elektra, 82 millions pour Catwoman, c'est vraiment pas bon. Mais plus on remonte dans le temps, plus les comparaisons sont bancales, notamment à cause de l'inflation. Pour les mauvaises nouvelles, avec 120 millions de dollars au total au box-office aujourd'hui dans le monde, Supergirl reste derrière d'énormes bids. 130 millions pour Blue Beetle, 134 millions pour Shazam 2, 167 millions pour Morbius et les 4 Fantastiques version 2015, un peu plus de 200 millions pour The Marvels, Birds of Prey et Joker Folie à 2, 252 millions pour Dark Phoenix, 271 millions pour The Flash. Je pense que vous avez bien compris où je veux en venir, c'est absolument catastrophique. Et même si l'inflation rend la comparaison très bancale, quelques autres chiffres pour le plaisir. 237 millions pour Green Lantern qui, à l'époque, était considéré comme une catastrophe. Pour bien mesurer l'ampleur des dégâts, il faut avoir en tête les scores de certains films au budget similaire et qui avaient été des échecs financiers. 382 millions pour Thunderbolt, 393 millions pour Black Adam, plus de 400 millions pour Les Éternels, 476 millions pour Ant-Man 2. Donc avec 120 millions seulement, vous comprenez bien que Supergirl est plus qu'une catastrophe. Et c'est assez fou de constater que ce film n'intéresse personne sur Terre parce que aucun pays ne sort du lot. Ses meilleurs scores sont au Royaume-Uni, en Australie, au Mexique, mais on parle au mieux de 3 ou 4 millions. Pour comparer, Superman avait encaissé plus de 37 millions au Royaume-Uni, plus de 23 millions au Mexique, plus de 17 millions en Australie. Même pas la peine de regarder du côté de la Chine, qui a parfois aidé à gonfler le box-office des blockbusters, puisque tout le monde se fout de Supergirl là-bas aussi, avec à peine 1 million de dollars. Alors c'était près de 9 millions pour Superman, et c'était déjà pas énorme. Par exemple, Aquaman 2, c'était 65 millions, et c'était que dalle comparé aux 291 millions du premier Aquaman, mais c'était en 2018 et c'était une autre époque. Pour enfoncer le clou, on peut mentionner que Superman, sorti l'année dernière, a fini sa carrière avec 618 millions de dollars au box-office mondial, 5 fois plus que sa cousine certes moins connue, Supergirl. Et si j'étais vraiment méchant, je rajouterais que des films comme Black Panther, Avengers 2, Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie 2, Thor 4 ou encore Captain Marvel ont dépassé le score total de Supergirl dès leur premier week-end uniquement au box-office nord-américain, et ce serait vraiment méchant de faire ça. Alors si vous aimez bien ces vidéos business, vous savez qu'on ne peut pas parler du box-office sans aborder une donnée incontournable, le budget, évidemment, ou plutôt les budgets. Vous connaissez la chanson, hein, pour savoir à quel point un film peut faire perdre de l'argent, il faut savoir combien il en a coûté. Supergirl aurait coûté dans les 170 millions de dollars selon Variety. Deadline évoque la possibilité que ce soit plutôt 186 millions, sachant qu'ils avaient parlé de 175 millions avant la sortie, donc disons que c'est, allez, en gros 180 millions pour le budget de production. C'est pas la fourchette la plus haute des budgets de films de super-héros. Les films Aquaman, Joker Folie à 2, Wonder Woman 1984, The Batman c'était plutôt dans les 200 millions. Superman, sorti l'année dernière, avait coûté dans les 225 millions. Black Adam et The Flash c'était apparemment dans les 230 millions voire plus, et il y a bien pire que ça. Le budget de The Marvels aurait atteint les 300 millions et Ant-Man 3, plus de 330 millions selon Forbes. Ces chiffres sont tellement délirants qu'il faut les rationaliser. Ça équivaut à plus de 7 millions de mois d'abonnement à écran large. Voilà, là c'est beaucoup plus clair. Et c'est aussi beaucoup plus utile parce que pour quelques euros par mois, vous pouvez nous aider à rester un média libre et indépendant qui dit ce qu'il pense sans trop avoir peur des gens, des distributeurs ou du mauvais goût. Ça vous donne aussi accès à des articles et parfois des podcasts exclusifs et tous les détails sont dans la description de la vidéo. Tout ça pour dire que Supergirl n'a pas coûté si cher que ça, même si ça m'arrache la gueule de le dire puisqu'on parle d'un film de 170 à 180 millions de dollars. Combien ? Et ça, c'est le budget de production pour faire le film. Il faut donc rajouter le budget marketing pour vendre le film. Ce chiffre est souvent gardé secret, donc à prendre avec des pincettes, mais selon Variety, ce serait 120 millions de dollars pour faire le marketing de Supergirl. À titre de comparaison, en prenant les chiffres de Deadline, ce serait un budget marketing similaire à The Flash et The Marvels, et pour comparer, le budget promo de Captain Marvel, c'était dans les 150 millions. Et Batman v Superman en 2016, c'était un peu plus que ça. En gros, ça voudrait dire que Supergirl a coûté au total dans les 290 millions de dollars pour faire le film et en assurer la promo. Là, ça commence à devenir énorme, même si c'est moins que les 350 millions de Black Adam ou les 417 millions de The Marvels. Mais alors combien va-t-il coûter ce bid? Alors là, ça devient évidemment très drôle, parce que personne n'est d'accord. Et en même temps, c'est normal, ce n'est vraiment pas simple de bien estimer les choses dans le cadre d'un tel film, parce que ça dépend de plein de critères.
notamment de quel territoire viennent les recettes du box-office. 100 millions récoltés sur le territoire nord-américain, ça veut dire que le studio récupère en gros la moitié. 100 millions dans d'autres pays comme la France, c'est plutôt un tiers, et en Chine, c'est plutôt un quart. Mais ça n'empêche personne de tenter de faire les calculs. De combien le film avait-il besoin au box-office mondial pour être rentabilisé? Ce serait 375 millions selon Variety, 315 millions selon Deadline et The Wrap, et franchement, on a du mal à y croire. Pour un film qui aurait coûté au total dans les 290 millions, ça semble très optimiste. Et combien ce film va-t-il faire perdre d'argent au studio? En partant du principe que Supergirl allait finir à 220 millions, ce qui semble totalement impossible maintenant, ça aurait été une perte de 125 millions de dollars selon Deadline, entre 100 et 120 millions selon Variety, 85 millions selon The Wrap. Là encore, pardon, mais ça semble hyper optimiste, même si Supergirl avait atteint les 200 millions, alors que pour rappel, il stagne actuellement autour des 120 millions. En faisant un calcul très vite fait, on aurait plutôt tendance à dire que ça pourrait être dans les 150 ou 200 millions de pertes au moins. Alors attention, là on joue nous aussi au pronostic, on n'est pas dans les petits papiers de Warner, et on risque pas de l'être après cette vidéo. Donc c'est juste une estimation. Là encore, on peut comparer. Le bid de The Marvels se chiffrait à près de 240 millions selon Deadline, John Carter avait fait perdre dans les 200 millions, Disney l'avait reconnu à l'époque, et Joker Folia 2, c'était une perte estimée à 150 ou 200 millions. Donc il n'y a rien de fou à penser que ce serait similaire pour Supergirl. Néanmoins, il y a un point important à aborder, comme l'a rapporté Variety. Sur un film comme Joker Folia 2 ou Black Adam, les acteurs assez puissants négocient un bonus lié au box-office. En plus de leur salaire souvent mirobolant, ils touchent un pourcentage sur les recettes en salle, parfois débloquées à partir de certains paliers, ou parfois dès le premier dollar encaissé au box-office. Et ça entre au final en ligne de compte quand le studio doit rentabiliser un film. Sur Supergirl, personne n'a négocié ça a priori, parce que personne n'est suffisamment puissant, on va dire. L'actrice principale, Millie Alcock, révélée dans la saison 1 de House of the Dragon, aurait été payée 400 000 $ pour jouer la super-héroïne. Dans le monde normal, une telle somme permettrait de pisser sur le bureau de son patron et quitter son travail sans se retourner. Mais à Hollywood, c'est un petit salaire, entre très gros guillemets. Gal Gadot avait apparemment été payé à peu près pareil pour le premier Wonder Woman, c'est en quelque sorte la norme quand on décroche un tel gros rôle alors qu'on est peu connu, et on négocie ensuite pour être payé plus cher sur les suites. La comparaison est absurde mais je m'en fous, je vais la faire quand même. Joaquin Phoenix aurait été payé 20 millions de dollars pour Joker Folia 2 et Lady Gaga 12 millions de dollars. À la limite, on pourrait discuter de Jason Momoa, bien plus établi à Hollywood, notamment pour le rôle d'Aquaman. Mais étant donné qu'il a un petit rôle dans Supergirl, qu'il crevait d'envie d'incarner Lobo et qu'il est clairement pote avec le co-président du studio James Gunn, on peut imaginer qu'il a été sympa et a accepté un salaire relativement bas, en échange d'un deal. Si Supergirl cartonne au box-office, Lobo pourra revenir, peut-être avoir droit à son film ou sa série, entièrement construit sur Jason Momoa, et là, il pourrait toucher un gros salaire. Vu la situation, j'espère qu'il ne comptait pas trop dessus, mais bon, on va pas pleurer sur son sort, il pourra toujours demander une rallonge de salaire quand il fera Minecraft 3, 4 et 5. Je pense qu'à ce stade, on a bien établi que Supergirl était un four, surtout qu'il faut avoir une chose en tête, c'est pas juste un film, c'est le deuxième épisode d'un univers étendu, le DCU, sorti même pas un an après Superman. C'est donc impossible de le juger sans prendre ça en compte. La question devient donc, ce bid est-il si exceptionnel que ça ? Est-ce que c'est si grave que le deuxième film d'un univers étendu se plante? Alors pour comprendre ça, on peut comparer à Marvel ou au précédent film DC, juste pour voir. Le MCU a commencé en 2008 avec 2 films sortis à quelques semaines d'intervalle, Iron Man en mai et l'incroyable Hulk en juin, tous deux avec un budget de 150 millions de dollars environ. Iron Man a cartonné avec 585 millions au box-office et Hulk s'est contenté de 265 millions. C'était donc un premier retour de flamme pour Marvel, surtout avec un accueil bien plus tiède pour ce deuxième film. Le troisième film, c'était Iron Man 2 en 2010, qui a amassé plus de 620 millions malgré un accueil très compliqué. Le quatrième film, c'était Thor, qui a fait 450 millions. Le cinquième, Captain America avec 370 millions. Puis, bien sûr, la consécration, le premier Avengers en 2012 qui a fait 1,5 milliard. Mais c'est intéressant de voir que chaque film avant ça n'a pas forcément été un méga carton. Et en même temps, aucun n'a été un vrai méga bid non plus. Et à l'époque, il n'y avait aucun repère, tout ça était complètement nouveau, il ne faut pas l'oublier. Côté DCEU, c'est-à-dire l'univers étendu de DC associé à Zack Snyder, en 2013, on a eu Man of Steel qui a encaissé plus de 670 millions au box-office mondial pour un budget hors promo de 225 millions. En 2015, Batman v Superman a volé jusqu'à 874 millions pour un budget estimé entre 250 et 325 millions. Le studio rêvait sûrement du milliard en réunissant ces deux super-héros, mais plus de 870 millions, c'était un très beau score, surtout pour le deuxième film de cet univers partagé. Alors après, on peut rappeler que Batman v Superman a été le début des emmerdes en coulisses. Le film a fait un joli score au box-office, certes, mais l'accueil compliqué a refroidi le studio. Le réalisateur de Suicide Squad l'a confirmé. Les producteurs ont paniqué et essayé de rectifier le tir en modifiant plein de choses dans son film. Donc d'une certaine manière, le DCU a commencé à partir en vrille dès le deuxième film, ou plutôt après la sortie du deuxième film. Bien sûr, Supergirl arrive dans un monde différent.
puisqu'il arrive après une tonne de films de super-héros. On a déjà eu 37 films côté MCU, 15 films du DCEU, une dizaine de X-Men, sans compter tous les autres à côté, de genre Batman, Morbius, Deadpool et compagnie. Donc les comparaisons sont évidemment bancales. Mais bon, comme je disais, faut arrêter de tortiller les fesses. Le beat de Supergirl, qui est le deuxième film d'un nouvel univers étendu, qui fait un score absolument désastreux, ça n'a rien de normal. La seule autre catastrophe comparable, c'est peut-être celle du Dark Universe, le projet d'univers partagé avec La Momie, Frankenstein et compagnie, qui a été abandonné après seulement un film, La Momie avec Tom Cruise, qui s'est vautré en 2017. Et encore, il avait fait un score de 410 millions au box-office mondial. Je vais le répéter pour la 48e fois, Supergirl plafonne actuellement à 120 millions et il a coûté plus cher que La Momie. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel échec? Alors je vous vois venir avec l'explication, c'est normal, c'est un film de merde. Alors déjà, permettez-moi de penser qu'on a vu largement pire que Supergirl, rien que ces dernières années. Ensuite, s'il y avait un lien entre le box-office et la qualité des films, on ne vivrait pas dans un monde où Minecraft, Mario, Michael, Vaiana 2 ou encore Deadpool et Wolverine sont des succès monumentaux. On peut en revanche se poser une question très simple et pourtant primordiale. Qui avait envie d'un film Supergirl? C'est évidemment le premier problème. Le personnage est né en 1959, donc une vingtaine d'années après son cousin Superman, mais il n'a pas du tout la même place dans la pop culture. Supergirl n'a pas eu droit à autant d'adaptations, et elle reste évidemment attachée à certaines choses. À Superman, bien évidemment, de par son nom et sa nature de Superman au féminin, au bide du film des années 80, et plus récemment au bide de The Flash, où elle avait un second rôle. Ça fait un triste tableau de chasse quand même. Sur le petit écran, elle a eu un rôle dans Smallville et surtout sa propre série avec 6 saisons entre 2015 et 2021, sans parler de tout le côté animation. Donc certes, Supergirl a été bien présente, mais pas au point de montrer qu'elle pouvait porter un film entier sur ses épaules. Deuxième problème, on est en 2026 et Supergirl, comme d'autres avant elle, paye aussi les pots cassés d'une vingtaine d'années d'exploitation super-héroïque. Je crois qu'on arrive facile à 70 ou 80 films adaptés de comics sur ces 20 ou 25 dernières années. C'est le troisième univers étendu de super-héros, le deuxième chez DC, c'est la troisième version de Superman en 20 ans, donc ouais, quand Supergirl arrive, non seulement c'est pas un simple film, mais un épisode dans le DCEU, mais c'est en plus un énième film de super-héros dans une industrie qui a inondé le marché avec ce type de personnage. Évidemment que ça a joué, même si c'est difficile de le quantifier. Donc oui, c'est sûr que plein de gens s'en foutaient d'un film sur Supergirl, mais aussi sûrement plein de gens qui en avaient juste marre des films de super-héros. Quand on a 2, 3, 4, 5 films de ce genre qui sortent chaque année au cinéma, bien évidemment qu'une partie du public va sélectionner et aller voir ce qui semble le plus important, le plus amusant, le plus original, le plus confortable. Bref, l'échec de Supergirl n'est pas uniquement celui de Supergirl, c'est aussi celui dans une certaine mesure du genre. Troisième problème, pourquoi un film Supergirl si tôt dans ce nouvel univers étendu? Le film arrive en deuxième, même pas un an après Superman. C'était étonnant de miser sur elle déjà, vu sa popularité relative, mais c'était un peu kamikaze de la placer si vite dans l'ombre de son cousin super célèbre. Surtout avec un film si éloigné du cœur de l'univers étendu. Superman avait sauvé la Terre, combattu le grand méchant Lex Luthor, présenté le Justice Gang et ainsi préparé le terrain à tout le monde dans un blockbuster de 2h09. Supergirl, elle, affronte un méchant lambda pour sauver son chien Crypto dans sa petite bulle cosmique d'1h50 qui a tout de la petite aventure de la semaine pour patienter avant les vrais enjeux. Elle réapparaîtra dans Superman 2, qui sera là encore un film rempli de personnages et donc vendu comme un épisode central dans cet univers étendu. Enfin, quatrième explication potentielle à ce bide, les problèmes en coulisses. Un article du Hollywood Reporter publié le 3 juillet 2026, juste après la sortie, expliquait que la fabrication n'avait pas été de tout repos. Le tournage a eu lieu entre janvier et mai 2025 et à partir de fin 2025, ça commençait à sentir le sapin. Pourquoi? Parce que apparemment très vite, les résultats des projections tests, où on montre le film à un public afin de récolter leurs avis et modifier le film en conséquence, ont posé problème. L'enthousiasme était beaucoup trop modéré, ce qui aurait créé ou nourri des tensions entre le réalisateur Craig Gillespie et le producteur James Gunn. Comme ça arrive souvent, le studio s'est encore plus impliqué pour tenter d'améliorer le film. Le scénariste Jeremy Slater, qui a travaillé sur un film DC finalement abandonné, The Authority, a été engagé pour filer un coup de main, probablement pour participer à l'écriture des scènes pour les 9 jours de tournage additionnels qu'on appelle les reshoots. Attention, c'est monnaie courante à Hollywood, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais 9 jours, c'est pas rien. Et c'était apparemment pour repenser le combat final. Du côté du montage, il y a peut-être eu quelques complications aussi. Au départ, c'était Tatiana Riegel qui s'en chargeait, elle qui avait travaillé avec le réalisateur Craig Gillespie sur ses précédents films et qui connaissait James Gunn puisqu'elle a travaillé sur les Gardiens de la Galaxie 3. Une autre personne est arrivée ensuite, Fred Raskin, qui a travaillé avec James Gunn sur la trilogie des Gardiens de la Galaxie, de Suicide Squad et Superman. Mais attention, c'était pas forcément une baston entre eux puisqu'ils avaient travaillé ensemble sur le montage des Gardiens de la Galaxie 3. Cela dit, le Hollywood Reporter affirme qu'il y a bien eu des tensions durant la post-production. La version du film supervisée par le réalisateur faisait apparemment 11 minutes de plus et le méchant avait apparemment plus de place. Il y aurait également eu des problèmes au sujet de la musique parce que le réalisateur et James Gunn n'étaient pas forcément d'accord sur certains choix. Il y aurait eu plusieurs versions, plusieurs projections tests,
mais en gros, rien ni personne n'a réussi à vraiment faire changer les choses. Les résultats restaient tiédasses. C'est donc la version du réalisateur qui est apparemment sortie au cinéma, sans grosse différence de toute façon, à en croire l'article. Donc bref, ça fait beaucoup de bruit et d'efforts pour pas grand chose au final. Tout ça arrive clairement sur plein de films de studio, donc en réalité, pas sûr que ça explique grand chose. Et donc maintenant la question à 1000 points, quel impact aura le beat de Supergirl sur la suite? Alors déjà, les prochaines étapes de ce programme sont déjà lancées. On a une série de films que rien ne pourra stopper. Le 17 août, sur HBO Max, on aura la série Lanterne, directement liée au film Superman puisque le Green Lantern Guy Gardner y apparaîtra. Le 21 octobre, on a le film Clayface, centré sur le méchant de Batman appelé Gueule d'Argile en français. Et en juillet 2027, on a la suite de Superman qui réunira tout le monde, y compris Supergirl, et le héros de la série Lanterne. Le film Clayface est un risque modéré. Il n'a coûté que 40 millions de dollars, soit que dalle pour un film adapté de comics. Même le premier Deadpool avait coûté plus cher, près de 60 millions. En revanche, la suite de Superman a forcément un gros budget similaire au premier, donc là je pense que tout le monde va serrer les fesses, particulièrement James Gunn, parce qu'il est évidemment central dans cette histoire. C'est le co-président de DC Studios, mais c'est aussi surtout le réalisateur et scénariste de Superman et sa suite. Il était naturellement très impliqué sur Supergirl, et si vous avez des yeux et des oreilles qui fonctionnent à peu près, vous avez sûrement noté que ça ressemble pas mal aux Gardiens de la Galaxie qu'il avait écrit et réalisé chez Marvel. Autre sujet central dans ce bordel, c'est le rachat du studio Warner Bros par Paramount, officialisé en février 2026, et qui, sauf miracle, va être concrétisé dans les prochains mois, même si plein de gens font tout pour le stopper en ce moment. Ce qui signifie que DC Studios, la filiale de Warner qui gère ses films d'ici, va changer de patron. À l'avant-première de Supergirl, James Gunn avait déclaré que tout allait bien avec David Ellison, le patron de Paramount Skydance qui va devenir le grand patron. Il déclarait « Il est plutôt ouvert à ce qu'on fait. On a un programme bien rempli, bien sûr Clayface va bientôt sortir, on a déjà la série Lanterne, pour ces projets-là, il est trop tard pour faire machine arrière, donc tout va bien. Mais c'est un grand fan, il a été formidable avec nous, il nous donne en quelque sorte ce qu'on veut, jusqu'à présent tout va bien. » Le même soir, Lars Winter, producteur exécutif des films DCEU, disait que David Ellison était déjà venu leur rendre visite dans les studios, et il expliquait aussi qu'il savait déjà quel était le prochain film après la suite de Superman et que Supergirl y tiendrait un rôle important. Mais tout ça, c'était avant le beat de Supergirl au box-office. Quand ce nouvel univers étendu a été annoncé en grande pompe en janvier 2023, ils avaient 5 films officiellement annoncés. Superman, Supergirl, The Authority, The Brave and the Bold sur Batman et Robin et Swamp Thing. Bilan 3 ans après, 2 films ont été faits. The Authority a été abandonné, The Brave and the Bold traîne des pattes alors qu'on avait pourtant un réalisateur annoncé dans la foulée, c'était Andy Muschietti qui avait réalisé The Flash, très bonne idée. Mais aux dernières nouvelles, le projet est toujours en développement. Même chose pour Swamp Thing. James Mangold, le réalisateur de Logan, est censé le faire, mais là encore, c'est encore loin d'être concrétisé. Entre-temps, ils ont ajouté le film Clayface, qui n'était pas prévu, mais le scénario leur a plu, donc ils ont changé leur plan. On sait aussi qu'un film Wonder Woman est en préparation avec Anna Nogueira, la scénariste de Supergirl, encore une super idée. Il a été annoncé en juillet 2025, également en projet un film Teen Titan, et un autre sur Bane et Deathstroke, les ennemis de Batman. Côté série, la saison 3 de Peacemaker n'est pas prévue pour l'instant, c'est en tout cas ce que James Gunn disait fin 2025. La série Paradise Lost, qui se déroule sur l'île de Wonder Woman, est en développement, tout comme Booster Gold, et la série sur Amanda Waller n'a pas l'air d'avancer. Plus récemment, 2 nouvelles séries ont été annoncées en lien avec le film Superman, une centrée sur Mr. Terrific et une autre sur le journaliste Jimmy Olsen qui est tellement avancé que le tournage est prévu fin 2026. Et pendant que j'écrivais cette vidéo, 2 trucs ont été annoncés. The Batman 2 avec Robert Pattinson a encore été repoussé à février 2028 alors qu'il devait sortir en octobre 2027, 3 mois après la suite de Superman, et la suite de Superman justement va ramener un personnage et un acteur du DCU, Blue Beetle. Et oui, je parle de ce film pourrave sorti en août 2023, qui a été un bid au box-office à la toute fin du DCU et que James Gunn voulait apparemment ramener dans le nouvel univers étendu. Pourquoi ? Excellente question. Si vous avez décroché il y a 2 minutes tellement ça vous semble ridicule d'avoir autant de projets sur le feu, avant même de voir si cet univers tient debout et intéresse le public, je vous comprends. On dirait que personne n'a retenu la leçon du DCU où ils avaient annoncé une pelletée de films avant d'en abandonner la moitié sans rien dire. On peut donc se donner rendez-vous l'été prochain pour voir comment la suite de Superman s'en sort. Parce que si c'est pas un vrai succès, je pense que ça va être très difficile de se relever pour ne pas dire impossible. Après, il y a peut-être une autre option. Si Clayface est un carton, peut-être qu'ils vont se rappeler qu'on peut faire des films adaptés de comics sans que ce soit obligatoirement des films d'action qui se ressemblent tous et avec des budgets difficiles à rentabiliser. Et peut-être que ça ouvrirait la voie à une vraie alternative face à Marvel. Oui, je sais, on peut rêver. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que tous ces chiffres ne vous ont pas donné le tournis ou l'envie de vomir. Je vous recommande de voir ou revoir la vidéo qu'on a faite sur le film pour savoir ce qu'on pense de Supergirl, et moi je vous dis à bientôt sur écran large. Stop.